Deux anciens ministres de l'actuel président gabonais attendent d'être jugés. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné plus de 863 milliards de francs CFA entre 2012 et 2017. La Haute Cour de justice est la seule compétente pour juger les délits et infractions commis par des ministres et autres hautes personnalités politiques. Mais cette cour n'existe pour l'instant que dans les tests au Gabon. Elle sera mise en place dans les prochains mois, assure le ministre de la Communication gabonais. L'organisation en 2012 et 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations coûte d'ores et déjà aux contribuables gabonais la somme de 863 milliards de francs CFA, soit 1,3 milliard d'euros, a déclaré vendredi la coalition pour la Nouvelle République, le rassemblement autour de Jean Ping. Ces fonds ont été gérés par des hommes liges, en marge de la loi et en dehors de toute orthodoxie budgétaire et comptable, ajoute la CNR dans un communiqué lu devant la presse en présence de Jean Ping. Qu'ils apportent des preuves, a répondu le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibi Nze, interrogé sur ces accusations lors d'une conférence de presse. Le ministre de la Communication a insisté que les opposants qui ont géré le pays et qui ont été auteurs des malversations financières seront aussi rattrapés par l'opération Main propre qui a conduit en prison début janvier 2017 deux anciens puissants ministres du gouvernement d'Ali Bongo Dimba. Il s'agit d'Étienne Dieudonné Ngoubou, ministre du pétrole, et Magloire Gambia, ministre des Investissements, des Travaux publics, de l'Habitat et du Logement. Alors que selon certains médias américains, la nouvelle administration à Washington envisage d'importantes coupes budgétaires, la présidente du Programme alimentaire mondial PAM, en visite dans le nord-est du Nigeria, frappée par l'insurrection islamiste de Boko Haram, a déclaré espérer que le gouvernement américain continuera à financer son organisation. The U.S. has been the largest donor to WFP for over 50 years. Les États-Unis sont le plus important donateur du Programme alimentaire mondial depuis plus de 50 ans. Notre espoir est que cette organisation, qui a bénéficié de l'appui aussi bien des républicains que des démocrates, puisse continuer à recevoir l'aide financière nécessaire. La question du financement reste un enjeu majeur pour les ONG actives dans cette région dévastée par la guerre menée par Boko Haram, qui s'est propagée au Cameroun, au Tchad et au Niger. We need to ensure that we raise the profile. Nous devons nous assurer que nous relevons les défis auxquels nous sommes confrontés avec les 4,4 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire et les 1,8 million de personnes qui sont gravement touchées par l'insécurité alimentaire. Nos fonds seront épuisés à la mi-mars, mais nous espérons qu'il ne faudra pas attendre de voir des bébés commencer à mourir pour que le monde y prête attention. Le conflit qui oppose l'armée nigériane aux djihadistes dans le nord-est du Nigeria a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Ils sont près de 150 migrants éthiopiens à avoir reçu des indemnisations présidentielles en décembre 2016. Mais avant, ils auront été détenus en Zambie durant 1 à 5 ans. À présent, ils sont rapatriés en Éthiopie dans le cadre d'un programme assisté par l'Organisation internationale pour les migrations. Le voyage était horrible. Les trafiquants nous ont cachés dans un camion où nous étions étouffés et ne pouvions pas respirer. Beaucoup de nos amis ont perdu la vie et d'autres ont été grièvement blessés. Quand nous avons crié pour l'aide, ils nous ont intimidés avec des armes. Ils sont impitoyables et inhumains. Ce n'était pas ce que nous attendions. Nous sommes si chanceux de revenir à la maison aujourd'hui et de voir cette lumière, car cela a coûté la vie à beaucoup de personnes. Les rumeurs que nous avons entendues dire que tel ou tel est allé en Afrique du Sud, ainsi que les maisons achetées et les voitures ne sont que des mensonges, et ça me pousse vers un voyage dangereux. Maintenant, je suis convaincu que si je travaille dur ici en Éthiopie, alors je pourrai avoir une vie meilleure. J'ai appris que nous avons un bon pays, même les étrangers peuvent venir ici et changer leur vie. Dieu merci, je n'ai pas été blessé et je suis très jeune pour travailler et changer de vie ici dans mon pays.
Ces 150 Éthiopiens pourront, une fois rentrés, se construire une nouvelle vie en investissant dans de nouvelles activités. C'est par ces cris de ralliement que la communauté musulmane du Bénin a affiché son opposition à la décision des autorités interdisant les cultes dans les rues. Nous disons qu'il est impératif d'éviter les provocations. Nous rappelons au gouvernement que la prière des musulmans les vendredis, comme les différentes manifestations des autres religions sur le domaine public, n'a jamais constitué au Bénin un trouble à l'ordre public. Cette mesure entre dans le cadre de la libération des espaces publics en cours. Mais pour la communauté musulmane, c'est une restriction des libertés de culte que le président de la République ne saurait tolérer. Si le président de la République ne réagit pas pour nous laisser prier comme on a toujours l'habitude de prier, c'est qu'il ne doit plus compter sur notre soutien. Les honorables députés, fidèles musulmans et autres acteurs du droit se sont succédés pour dénoncer et ébaucher des approches de sortie de crise. Je suis solidaire de tout ce qui a été dit avant moi et que je participerai à mon niveau à la résolution de ce problème qui vient en ajouter à d'autres, à une situation que nous connaissons, que nous vivons dans notre pays. Face à la détermination des uns et des autres, la journée du vendredi s'annonce tout sauf d'ordinaire dans et devant les mosquées, si rien n'est fait. L'affaire des disparus du Novotel connaît un nouvel épisode. 10 personnes, dont 8 militaires, comparaissent à partir de mardi devant la cour d'assises d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le procès se déroule au palais de justice de Yopougon, un grand quartier d'Abidjan, et doit durer 2 à 3 semaines. L'affaire des disparus du Novotel avait défrayé la chronique en 2011, en pleine crise post-électorale ivoirienne, lorsque 4 hommes, parmi lesquels 2 Français, avaient été enlevés puis assassinés. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogbo-Blé, commandant de la garde républicaine à l'époque, sont poursuivis pour séquestration et assassinat. Les 5 autres sont poursuivis pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Pour la petite histoire, le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane France Diripel, Yves Lamblin, directeur général de SIFCA, plus grand groupe agro-industriel ivoirien et figure du patronat local, son assistant béninois Raoul Adeossi et le malaisien Chelia Pandian, directeur général de Sania, filiale de SIFCA, avaient tous été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 à Abidjan lors des combats. Leurs corps ont été retrouvés torturés et sans vie. La coordination des mouvements de l'Azawad, appelée CMA de Kidal, continue son boycott des sessions du comité de suivi de l'accord. Après son boycott de la 14e session, elle brille une fois de plus par son absence au cours de la 15e session du CSA qui s'est tenue ce mardi à Bamako. Pour rappel, dans un communiqué publié le 19 décembre 2016, le mouvement avait conditionné sa participation aux travaux des sessions du CSA à la tenue d'abord d'une rencontre de haut niveau, de la médiation élargie pour sauver l'accord pour la paix et la réconciliation et préserver la crédibilité du processus de tous les acteurs impliqués. Une politique de la chaise vide qui, selon les acteurs, ne résoudra pas le problème. Nos frères de la CMA ne sont pas présents dans la salle avec nous, ou du moins en totalité. Nous leur lançons un appel pour leur dire tout simplement que la politique de la chaise vide n'a jamais été payante et qu'il est extrêmement important qu'ils reviennent. Cette 15e session, après examen de la situation générale et des échanges au sujet des voies et moyens de nature, a favorisé un avancement du processus de mise en œuvre de l'accord, a aussi examiné l'attentat survenu à Gao contre le camp du mécanisme opérationnel de coordination MOC. Les terroristes ou autres qui sont venus attaquer ce jour-là
n'ont pas fait la différence entre qui est CMA, qui est plateforme et qui est FAMA. C'est une raison pour nous, pour ne serait-ce que se rappeler la mémoire de ces jeunes qui sont morts pour la paix, c'est de tout faire pour accélérer la mise en œuvre de l'accord. Mahamat Saleh Anadif a souligné que la question de la mise en œuvre des autorités intérimaires trouvera très rapidement dans les jours à venir une mise en œuvre effective. Cette session a aussi été consacrée à la communication des représentants du gouvernement malien au sujet de l'évolution du processus relatif à la révision constitutionnelle et à la tenue de la conférence d'entente nationale prévue pour le mois de mars prochain. La première étude réalisée sur le tabagisme révèle bien des choses. Publiée dans la revue Tobacco Control, elle véhicule clairement que la consommation du tabac coûte cher, notamment dans les pays en développement. Le tabagisme absorbe environ 6% des dépenses mondiales consacrées à la santé, ainsi que 2% du produit intérieur brut global. Considérant l'étude, le coût total du tabagisme en 2012 s'élevait à 1436 milliards de dollars dans le monde, dont 40% à la charge des pays en développement. Pour en arriver à ce résultat, les chercheurs ont collecté des données dans 152 pays, représentant 97% de l'ensemble des fumeurs de la planète. Ils ont évalué le coût du tabagisme en incluant les dépenses directes, dont les hospitalisations et les traitements, ainsi que les dépenses indirectes. En 2012, le tabagisme a été à l'origine d'un peu plus de 2 millions de décès chez des adultes âgés de 30 à 69 ans dans le monde. Les auteurs de l'étude coordonnée par l'Organisation mondiale de la santé révèlent que le tabagisme représente un fardeau économique important dans l'ensemble du monde. L'OMS s'est fixé comme objectif de réduire d'un tiers les décès prématurés liés aux maladies infectieuses et notamment au tabagisme d'ici à 2030. Les chercheurs préconisent pour y arriver la mise en place de mesures globales contre le tabagisme. Dans le nord-est du Nigeria, des jeunes femmes accusent les soldats déployés pour combattre Boko Haram de les abandonner après les avoir séduites et promises en mariage. Il était en poste dans la campagne à Mongouni, c'est un soldat. Il venait à la ville et nous nous sommes rencontrés dans mon quartier. Je suis tombée enceinte de lui. Il est parti quand j'étais enceinte de 4 mois et il n'est pas revenu. Je ne sais pas où il est maintenant. Son téléphone n'est pas joignable. J'habitais avec mes parents et j'étais amoureuse d'un soldat qui m'a mise enceinte et il a été redéployé alors que j'étais à 2 mois de grossesse. Des hordes de jeunes filles pauvres ont ainsi été séduites à coups de billets et de promesses de mariage par des militaires envoyés au front. Un fait déplorable. La fondation FASH aide les jeunes désœuvrés. Les militaires sont en poste à différents endroits et ils ne sont pas toujours au courant de ces grossesses. Dans notre culture, les grossesses non désirées sont vraiment indésirables. Quand ce n'est pas voulu ou pas su, la femme qui est enceinte sera considérée comme personne dans la société et les soldats ne peuvent pas être tracés. Fin octobre, l'organisation Human Rights Watch avait accusé des responsables nigérians d'avoir violé des femmes dans des camps de déplacés du nord-est du Nigeria. Des accusations qui avaient poussé les autorités à ouvrir une enquête.